ce nouveau média, RIP Média, qui vous accompagne dans ce cadre éducatif, mais dans ce cadre productif. Et pour ce numéro, aujourd'hui, nous avons l'honneur et le grand privilège d'accueillir M. Ibrahima Diallo. Ibrahima Diallo est professeur d'histoire et de géographie au lycée Maba Diakhou Ba de Nioro. Bonjour. Bonjour, cher. Bienvenue dans cette émission Salle de cours, qui est dans un autre format, acte 2. Vous étiez l'année dernière le premier invité, cette année également, vous avez fait l'honneur d'être le premier invité. Merci d'être là. Merci de la considération et de l'invitation. C'est un immense plaisir également pour moi d'être là, pour partager avec vous en tant que présentateur, mais également avec l'ensemble des élèves du département par rapport à une question qui est d'actualité, mais qui fait partie également du programme d'histoire en classe de terminale. Oui, vous avez parfaitement raison. La thématique du jour, les enjeux géopolitiques du Proche-Orient, le cas israélo-palestinien. Alors, pour ce, quand on parle des enjeux géopolitiques, pouvez-vous revenir par rapport au titre d'abord? Merci, cher. Par rapport aux enjeux géopolitiques, il faut dire que quand on parle du Proche-Orient, on fait un peu référence à l'Orient qui est proche de l'Europe et de l'Afrique. Et c'est une zone très riche en civilisation, parce que quand on parle de cette zone, on va parler de l'Égypte antique qui est africaine, mais qui a étendu cette antiquité un peu partout au Proche-Orient. On peut parler de Babylone, on peut parler de la Mésopotamie, on peut parler même de l'Empire perse si on continue un peu vers le Moyen-Orient. Et quand on parle de ces régions-là, on fait surtout référence à la civilisation riche brillante. Mais quand on parle de ces régions-là, on fait un peu référence à l'épicentre du monde. Et quand on parle de l'épicentre du monde également, on parle des enjeux géostratégiques, des enjeux liés au pétrole, des enjeux également liés au contrôle de la marche de l'humanité. Cette région constitue une plaque tournante, un des centres d'impulsion des civilisations mondiales. D'accord. Alors, vous l'avez dit également, cette région qui a une importance capitale dans le monde, qui est source de conflits, raison pour laquelle nous abordons aujourd'hui cette question avec vous, professeur Ibrahima Diallo. Mais oui, quand on parle de Proche-Orient, on a l'habitude, ou on a ce vouloir-là de savoir quelles sont les origines de ce conflit israélo-arabe. Le conflit israélo-arabe découle d'un problème. On a un territoire revendique deux communautés, la communauté arabe et la communauté juive. Il faut entendre par communauté arabe, musulmans comme chrétiens, parce que parmi les arabes, on trouve des chrétiens. Ces deux ethnies revendiquent un territoire qui est la Palestine. Si on remonte un peu le temps, on va dire que depuis l'an 70 avant Jésus-Christ, les Juifs ont quitté cette région pour occuper les Cananéens, pour être éparpillés un partout dans le monde, parce qu'ils étaient persécutés par les Cananéens, qui sont les ancêtres des Palestiniens actuels. Une fois qu'on les a persécutés dans cette région, ils sont venus dans cette région avec Moïse, si on se rappelle de l'histoire de Moïse avec Pharaon. Okay. Moïse, en quittant l'Égypte, s'est installé en Palestine. Mais au vu des persécutions, des atrocités dont ils sont victimes, ils se sont éparpillés un partout dans le monde. Et à partir des années 1882, Théodore Herzl va former un mouvement qu'on appelle le mouvement le sionisme. Le sionisme, ça veut dire qu'il veut retourner à Sion, Sion étant une colline qui surplombe Jérusalem. Et ce mouvement va continuer son bonhomme de chemin avec la déclaration de Balfour de 1945, où des Juifs vont dire que nous voulons un territoire qui nous est propre. On a assez de vivre éparpillés un partout dans le monde. On trouve des Juifs en Russie, un partout dans le monde. Ils veulent maintenant un territoire qui les est propre. En 1925, ils parlent de retour en Palestine, avec la déclaration de Balfour. Mais c'est à partir de 1947 que l'ONU a proposé un plan de partage. Et ce plan de partage-là, c'est un plan de partage que la communauté internationale a voulu au regard des atrocités dont ils sont victimes au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que quand on parle de camps de concentration, quand on parle de fours à crémentoires, les Juifs ont été les principales victimes de ces fours à crémentoires, de ces camps de concentration. Donc à la fin de la guerre, la communauté internationale a dit que ce peuple mérite un territoire qui leur est propre. Et ce territoire-là, on les a demandé, ils disent que nous voulons retourner en Palestine. Et en 1947, l'ONU a proposé un plan de partage. Un plan de partage qu'on va dire inégal. Les Palestiniens qui font 1,3 million, on les a donné 45% du territoire. Les Juifs qui ne font même pas 300 000, on les a donné
55% du territoire et les terres les plus arables, les zones les plus propices. Et au regard de ce plan de partage, le monde arabe a rejeté le plan de partage de l'ONU. Et depuis là, le conflit est devenu permanent. Il conteste ce plan de partage de l'ONU. Voilà un peu donc d'une manière très ramassée les origines du conflit. Une contestation sous le sang, une contestation qui a fait beaucoup de morts, une contestation extraordinaire dans le cadre véritablement de cette relation-là. Mais professeur, vous avez parlé tout à l'heure des origines, mais par rapport à ces origines-là, il y a eu par le temps des guerres classiques. Qu'en est-il véritablement de ces guerres-là? Quelles étaient les guerres classiques qui étaient véritablement opérées dans ce cadre-là de la Palestine? Au lendemain de ce plan de partage, Israël a nommé un président qui s'appelle David Ben Gurion. Et ce dernier a proclamé a proclamé en mai 1948 l'indépendance d'Israël. Le lendemain, Israël est attaqué par 5 pays arabes: Jordanie, Égypte, Irak, Liban et Syrie. Ces 5 pays arabes-là vont attaquer Israël à la surprise générale. Israël, qui n'a même pas encore une semaine d'existence, est attaqué par un grand pays qu'on appelle une coalition de 5 pays. Au début, Israël a été malmené. Mais les Américains vont entrer dans la danse et vont prendre cause pour Israël. Ils vont imposer un cessez-le-feu au monde arabe pour dire on va négocier. Ça, c'est à partir de quel moment? C'est à partir de 1948. Donc déjà en 1948, il y a eu des guerres entre la Palestine et l'Israël. Oui, c'est cette guerre qu'on apprend aux élèves, on leur parle de guerre d'indépendance d'Israël, 1948-1949. Okay. Et cette guerre-là devrait être gagnée, je dis bien devrait être gagnée par le monde arabe, parce qu'Israël n'avait pas encore un mois d'existence, mais le problème est que Israël a toujours eu le soutien des Américains et les Américains ont tout fait pour que les Israéliens gagnent cette guerre. Alors, pour ça, j'ai parlé d'une chose qui est d'une importance capitale, le soutien des États-Unis par rapport à l'Israël. Quels sont les fondements? Parce que vous avez parlé de 1948, depuis 1948, ils soutiennent. Les États-Unis commencent à soutenir, ils continuent jusqu'à présent à soutenir la Palestine. Pourquoi? On va dire parce qu'aux États-Unis existe un lobby juif très puissant. Il fait partie, quand on parle des États-Unis, c'est un système libéral. On parle de système libéral, on parle de matérialisme. Et qu'aux États-Unis, parmi les juifs, et les juifs exercent une pression terrible. Ils constituent ces juifs-là en groupe de pression et ils font du lobbying pour imposer au gouvernement, à l'administration américaine, de défendre les juifs là où ils se trouvent dans le monde. D'accord. Donc ils ont une vocation de défendre les juifs là où ils se trouvent dans le monde. D'accord. Et quand on parle de ces guerres-là, il y a eu par le temps véritablement des intifadas. La Palestine était impuissante, elle ne pouvait pas réagir par rapport à ces frappes importantes de l'Israël. Elle a choisi, la Palestine, l'intifada. C'est quoi l'intifada? Bien, avant de parler de l'intifada, oui, on va dire qu'il y a eu d'abord la guerre de 48. Le monde arabe a perdu. Donc, au lieu d'occuper 55, Israël a étendu ce tentacule pour maintenant occuper presque plus de 78% du territoire palestinien. Et après, les Israéliens, le monde arabe va attaquer une deuxième fois sous l'aide du président Gamal Abdel Nasser, égyptien. Fort de son victoire par rapport à la nationalisation du camp de Suez, il va attaquer en 1967. Et cette attaque, il va fermer le golfe d'Aqaba. Mais là également, ce fut la deuxième défaite du monde, arabe, parce que la guerre ne va durer 6 jours. Parce que c'est ce qu'on appelle la guerre des 6 jours. Okay. C'est le deuxième conflit dans le cadre des guerres classiques. Et enfin, en 1973, Israël va être attaqué le jour de son fête de Yom Kippour. La fête de Yom Kippour chez les Juifs, chez les Hébreux, c'est l'équivalent de Pâques chez les chrétiens ou bien de la Tabaski chez les musulmans. Ils vont être attaqués le jour de la fête de la fête du monde arabe. Et à partir de là, le monde arabe est découragé et les Palestiniens vont compter sur leurs propres forces pour mener leur guerre, d'où l'intifada. D'accord. Donc ils ont compris que véritablement ils ne pouvaient pas gagner cette guerre par les armes et ils ont choisi l'intifada. C'est quoi l'intifada? L'intifada se caractérise par ce qu'on appelle d'abord une guerre des pierres.
D'accord. L'intifada, littéralement traduit, ça veut dire, signifie la guerre des pierres. Mais l'intifada va être une guerre de pierres, des soulèvements populaires, mais également ils vont faire des attentats à la bombe, de la guérilla urbaine, du terrorisme urbain, mais surtout ils vont utiliser les kamikazes. Mais les kamikazes, c'est un mot d'origine japonais. Les Japonais ont été les premiers à être des kamikazes lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on les a bombardés avec la bombe atomique, parce qu'ils tuaient les Américains avec leurs kamikazes. Donc kamikaze c'est un mot japonais et non un mot arabe. De plus en plus on connaît l'expression, le mot kamikaze, du fait des Palestiniens qui l'ont utilisé dans leur intifada. Et donc ils vont compter sur leur propre force et ils vont lutter maintenant avec les moyens du bord contre Israël, étant entendu que le monde arabe avait déjà démissionné ou bien s'était découragé par rapport à la question palestinienne. Et pourquoi cette démission du monde arabe? Parce qu'à un moment donné, vous l'avez dit tout à l'heure, on a senti qu'à un moment donné, ils ont lâché cette Palestine qui était la terre promise. Vous l'avez dit. Mais pourquoi cette démission est à présent de ce monde-là arabe? Faire de 3 guerres face à un ennemi que, a priori, que vous jugez faible, mais si vous vous rendez compte que cet ennemi a derrière lui la première puissance du monde, la plupart du temps, cela va décourager. Et après, qu'est-ce qui suit? Les États n'ont pas d'avis, ils n'ont que des intérêts. Oui. Ils partageaient avec les Palestiniens la langue arabe, mais après, chaque État va essayer de sauver ce qu'il peut sauver. Le premier à négocier avec Israël, c'est Anwar el-Sadat, celui qui a remplacé Gamal Abdel Nasser. C'est d'ailleurs pourquoi il a été assassiné par les frères musulmans. D'accord. Ouais. Alors, et par le temps, la Palestine continue de perdre. Israël continue de gagner la bataille. Mais ce n'est pas encore terminé. Plus tard, il y aura ce processus-là de paix. Est-ce que la paix, d'abord, ce processus-là a été acquis en Israël-Palestine? Le processus de paix, on va dire, de prime abord que ce fut une léthargie. On est dans une léthargie jusqu'à présent, puisque c'est actuel. Mais il faut dire que dès le début, on avait demandé aux deux protagonistes d'être dans un cessez-le-feu et que l'OLP que dirige Yasser Arafat, Organisation pour la libération de la Palestine, avec comme parti principal le Fatah, ils vont reconnaître Israël à partir des années 1983-85. Une fois qu'ils ont reconnu Israël, non, ils n'ont pas reconnu Israël, ils ont accepté de négocier avec Israël. Cela a facilité la mission aux observateurs de l'ONU et la communauté internationale qui ont impulsé cette dynamique de paix qu'on appelle le processus de paix. Le processus de paix, l'élément fondamental fut ce fameux poignée de main, cette fameuse poignée de main entre Yitzhak Rabin, Bill Clinton et Yasser Arafat sur le perron de Madrid. Et cela va propulser la signature des accords d'Oslo de 1993. Et à partir des signatures des accords d'Oslo de 1993, on reconnaît à la Palestine une autorité. La Palestine n'est pas un État, mais Israël reconnaît la Palestine, la communauté reconnaît la Palestine comme une autorité qui gère la Cisjordanie et la bande de Gaza. Ils vont récupérer des villes comme Tulkarem, comme Jenin, comme Bethléem. Toutes ces villes-là vont être récupérées par l'autorité palestinienne. Mais le hic va venir à partir de 2004. Yasser Arafat est mort, il est remplacé par Mahmoud Abbas. Mais à partir de 2006, la communauté internationale dit, pour mieux négocier avec Israël, la Palestine a besoin de dirigeants reconnus par les populations. La communauté internationale, je dis bien, organise des élections. Parrainés par l'ONU, il y avait deux grands partis qui étaient en compétition, le Fatah de Mahmoud Abbas et le Hamas de Ismaël Haniyeh. À la surprise générale, à la fin de l'élection, c'est le Hamas qui gagne. La communauté internationale, les États-Unis, l'ONU qui avait dit que j'organise les élections, qui ont reçu même les candidatures, cette ONU-là, cette communauté internationale-là, va dire que puisque c'est le Hamas qui a gagné, ils ne vont pas reconnaître les élections parce que le Hamas est une organisation terroriste. Alors que lorsque le Hamas déposait sa candidature, ce parti Hamas, il n'avait pas dit ça parce qu'il pensait que le Fatah allait gagner. Donc là également, c'est un problème. Ils ont changé les règles du jeu. Ils ont changé les règles du jeu et la léthargie dans le processus de paix là démarre de là. Ils ont refusé de reconnaître le Hamas comme une organisation qui représente le peuple palestinien. Et là, se fait la division. Et maintenant, Israël dit que nous négocier, il faut que nous beaucoup le nous voir qui Hamas fait Fatah. Et à partir de là, le Hamas gère maintenant la bande de Gaza, le Fatah gère la Cisjordanie.
Et le processus de paix n'avance pas. Et on ne parle même plus de processus de paix. Israël dit que moi je ne peux pas négocier avec deux protagonistes. Il faut qu'ils parlent le même langage. Et là, ils ne parlent pas le même langage. Hamas est considéré par les États-Unis comme une organisation terroriste. Mais le Hamas est le parti voulu par le peuple palestinien. Si on parle de démocratie, le Hamas devait être le représentant légitime du peuple palestinien. Mais ils ont tout fait pour créer une marionnette entre guillemets, en l'occurrence Mahmoud Abbas, pour qu'il représente le peuple palestinien. Et là également, il y a deux conflits. Il y a un conflit entre Hamas, Fatah, il y a un autre conflit entre Arabes et Israël maintenant. D'accord. Mesdames et messieurs, vous suivez votre émission Salle de cours. Salle de cours est une émission éducative qui vous permet véritablement de réfléchir sur des sujets importants de l'éducation. Aujourd'hui, nous recevons M. Ibrahima Diallo, professeur d'histoire et de géographie au lycée Maba Diakhou de Nioro. Salle de cours promet de réussir, de réfléchir sur les enjeux géopolitiques du Proche-Orient, le cas israélo-palestinien. Professeur, vous avez parlé tout à l'heure de ce processus-là de paix, cette paix-là qu'on chante, cette paix-là qu'on attend, mais qui n'arrive pas toujours en Palestine. Et cela a déclenché d'ailleurs entre 2000 et 2008, entre 2000 et 2005, un autre intifada. Et cela nous permet véritablement de revenir sur la question de la bande de Gaza. Dans les journaux, dans les télévisions, à la radio, on entend la bande de Gaza. C'est quoi d'abord la bande de Gaza? La bande de Gaza, c'est cette région de la Palestine. Qui est frontalier du Sinaï, le Sinaï égyptien. Et cette bande de Gaza-là fut une terre de résistance face à l'occupation israélienne, après les 3 défaites du monde arabe. Et dans cette bande de Gaza, on trouve l'essentiel des dirigeants de Hamas. La Hamas fut un parti politique, une organisation qui défend le peuple palestinien et qui refuse de reconnaître Israël comme État. Et le Fatah même dit que Israël solution à deux États, mais eux ils sont dans l'extrémité, ils disent que Israël n'existe pas, il existe que la Palestine. Eux, c'est une organisation très bien organisée, avec leurs dirigeants qui sont un peu partout dans le monde et qui font tout pour défendre le peuple palestinien. Et la bande de Gaza, donc, c'est cette région hostile à Israël et qui continue à tenir tête à Israël malgré tout ce que le monde extérieur fait pour diaboliser cette organisation. Et la région bande de Gaza continue à être la terre de résistance du peuple palestinien. Et quelles sont les réussites de la bande de Gaza? Pourquoi cette bande-là continue de résister? Oui, continue de résister parce que simplement c'est par rapport à leurs croyances. Parce qu'ils sont dans leur intime conviction, ils pensent qu'ils sont en train de faire le Israël d'un togne. Oui. Et ce qui est cocasse dans tout ça, vous voyez des enfants de 6 ans, de retour à leurs écoles, des écoles même construites par l'ONU, ils croisent des militaires du Sahara. Ça, c'est l'armée israélienne. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont écrire dans leur ardoise, et si Hitler avait raison, des élèves de 6 ans, je te dis bien, qui n'ont pas peur des militaires. Si c'était là, ils allaient courir. Mais ils ont écrit dans leur ardoise, en arabe, et si Hitler avait raison. Et ils montrent leur ardoise aux militaires. Vous voyez? Et là également, ça montre que c'est une terre de résistance et ils sont prêts à tout faire pour qu'on puisse avoir un État palestinien avec comme capitale Jérusalem-Est. Là, ils font tout pour être dans ça. Ce ne sera pas facile, mais c'est une croyance chez eux. Ils ne sont pas prêts à négocier ce qui leur appartient. Ils disent qu'ils ne peuvent pas être des étrangers dans leur propre territoire. Même si de plus en plus la colonisation juive continue, de plus en plus ils n'ont plus de terre, de plus en plus tout est rasé dans la bande de Gaza, de plus en plus ils sont jetés d'ordre, mais ils continuent de résister. Et même Israël a reconnu leur force parce qu'Israël négocie avec le Hamas, l'organisation là. Okay. Il continue de négocier avec eux. Et là, ça montre que c'est un début de reconnaissance. Eux qui contactent des terroristes. Et par le temps, le conflit continue. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Alors, on est en train toujours d'entendre la Palestine, Israël. Et par le temps, il y a eu d'autres reconfigurations politiques. Vous avez parlé tout à l'heure de ce rôle-là des puissances étrangères. Des puissances étrangères comme les États-Unis. Mais, alors, à un moment donné, on parlait de ces deux blocs-là. Alors, quel a été le rôle de l'URSS? Alors, parce qu'on sait que les États-Unis avaient pris part pour l'Israël et pour l'URSS.
Vous savez, le recette est entre le marteau et l'enclume. Le recette voulait de prime abord soutenir le peuple palestinien. Mais il faut dire également qu'en Russie, il y a une communauté importante de juifs. Il y a des Hébreux en Russie. Et ces Hébreux-là vont faire du lobbying pour obliger Poutine de ne pas soutenir à 100% le peuple palestinien. Donc finalement, on était dans une guerre. Hein. Si Israël est du côté, si les Américains étaient du côté d'Israël, automatiquement, le reste devait être du côté des Palestiniens. Mais là, il y avait un peu une délicatesse parce qu'il y avait une communauté importante de juifs en Russie. Et tamit, durant la Deuxième Guerre mondiale, les Russes ont dénoncé l'Holocauste. Les Russes ont dénoncé tout ce que les Juifs ont subi. Donc les Russes également ont participé à la création d'un État d'Israël à l'intérieur de la Palestine. D'accord. Et cela nous permet véritablement, professeur, de revenir sur le transfert de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. De Tel Aviv à Jérusalem. Quelle est la portée historique de ce transfert? Merci, cher. Là, on va dire que la communauté internationale, les États-Unis, Israël, ont voulu montrer que maintenant, ils en ont marre de négocier, ils vont faire du forcing. Parce que jusque-là, on avait dit que Jérusalem allait continuer à avoir un statut international. Parce que vous avez Jérusalem, c'est une ville internationale. Parce que c'est le troisième lieu saint des musulmans. Après la Mecque, après Médine, c'est la mosquée d'Al-Aqsa. La mosquée d'Al-Aqsa se trouve à Jérusalem. Les Juifs, c'est le premier lieu saint. C'est là où on trouve les murs de lamentation. C'est la mosquée même qui a été attaquée. Oui, cette mosquée où ne peut prier qu'un gosse qui n'a 45 ans. Avant d'entrer, la mosquée est surveillée par les militaires du Sahel. Il faut montrer, non pas patte blanche, mais votre carte d'identité. Et on regarde, si vous n'avez pas plus de 45 ans, on ne va pas permettre de prier. À côté, il y a le temple de Salomon pour les Juifs. Donc, Jérusalem devait avoir un statut international, mais les Américains n'ont pas voulu ainsi. Et le fait de transférer leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, c'est pour montrer que maintenant, Jérusalem est la nouvelle capitale d'Israël. C'est la fin de la guerre qu'Israël a gagnée. D'accord. Alors, et enfin, on termine véritablement avec la reconnaissance de l'État palestinien. Il y a eu par le temps des pays véritablement qui ont reconnu l'existence de cet État. À côté même de ces pays-là, arabes, il y a d'autres États même qui ont reconnu l'État palestinien. Est-ce qu'on peut espérer, avec cette reconnaissance, un nouveau départ, une nouvelle victoire ou de lendemain meilleur pour la Palestine? On va être optimiste pour dire que, au regard de l'opinion publique internationale, la Palestine a un soutien des populations du monde. Mais la Palestine n'a pas encore le soutien des dirigeants du monde. Là également, c'est une nuance. De prime abord, on va dire que l'opinion internationale, les populations du monde, les citoyens du monde prennent cause et effet pour la Palestine. Mais les dirigeants continuent de tergiverser parce que tout simplement, il y a le lobbying, il y a également le fait que qui paye commande, il y a également les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et Israël pèse lourd dans l'échiquier mondial. La géopolitique mondiale, si ce n'est pas contrôlé par Israël, mais Israël également a sa part dans la gestion de la paix et de la sécurité dans le monde. Alors, pour ça, parce qu'on est arrivé au thème de l'émission Salle de cours qui reçoit aujourd'hui le professeur Ibrahima Diallo. Ibrahima Diallo est un professeur d'histoire et de géographie au lycée Maba Diakhouba, spécialiste de la Palestine d'ailleurs. Alors, loin de là. Ne poussez pas les spécialistes là, pour usurpation de fonction. Non, ils ne le feront pas. Alors, presque on est arrivé au terme. Ce sera même l'occasion de poser certaines questions qu'on a reçues des élèves. Mais avant ça, professeur, quelles sont les dates que les élèves en classe de terminale doivent retenir par rapport à ce problème-là entre l'Israël et la Palestine? Quels sont les points focaux que les élèves doivent... Les points focaux d'abord, c'est 1882. Théodore Herzl va mettre en place le sionisme, un mouvement qui prône le retour des Juifs à Sion, Sion étant une colline qui surplombe Jérusalem. Après 1882, on va parler de 1925 avec la déclaration de Balfour, où ils vont dire que nous voulons un État qui nous est propre en Palestine. Après 1925, on va parler de 1947 avec le plan passage de l'ONU, rejeté par le monde arabe. Après, on va parler de 1948 avec l'indépendance d'Israël, déclarée par David Ben Gurion. Ensuite, on va parler de 1963 avec la guerre de 6 jours.
1967, la guerre de 6 jours. Ensuite, 1973, la guerre de Yom Kippour. 1978, les négociations à Camp David entre Anwar el-Sadat et Israël, à l'autorisme des Américains. Camp David étant le deuxième palais des Américains qui se trouve en Californie. Après 1978, on va parler de 1987, avec le retour le début de l'intifada, avec le Soulèvement populaire en 89. On va parler de 93, les accords d'Oslo. 96, la mise en place de l'autorité palestinienne. 2004, la mort de Yasser Arafat. 2006, l'organisation des élections gagnées par le Hamas. Et depuis là, le processus de paix est dans une léthargie. On va parler de la guerre Israël-Hamas de 2023-2024. Alors, merci professeur. On est presque arrivé au terme. On va prendre quelques questions. Les questions sont nombreuses, mais on va essayer de prendre certaines questions. Il y a cet élève qui pose la question: pourquoi la création de l'État Israël a-t-elle provoqué une telle opposition dans le monde arabe? Pourquoi la création de l'État Israël a-t-elle provoqué une telle opposition dans le monde arabe? Parce que de prime abord, les Arabes étaient contre les Juifs. Ça, il faut le dire. Et si on remonte l'histoire, c'est à partir de 70 ans avant Jésus-Christ que les Juifs ont été cherchés de la Palestine. Donc on les a cherchés de la Palestine et ils ont voulu revenir, et le monde arabe savait que s'ils viennent, ils allaient contrôler la région. Donc vous savez que les Juifs ont cette capacité, bien ce privilège d'être parmi les plus intelligents du monde et les plus riches. Ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. Et le monde arabe était farouchement opposé à le retour dans ce territoire parce que c'était un territoire qu'occupaient les Palestiniens, qui était sous coupole non pas de l'ONU, mais de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, au lieu de l'indépendance aux Palestiniens, il a préféré diviser un État qui n'est pas leur État. Donc, cette division-là, le monde arabe ne l'a pas accepté. Et c'est ça qui est un peu la véritable cause de ce conflit entre les deux communautés. D'accord. Merci professeur. On prend cette deuxième question. Pourquoi la question palestinienne est-elle devenue un symbole mondial de la lutte contre l'injustice? Parce que tout simplement, ici c'est comme un conflit entre David et Goliath. Les Palestiniens n'ont que leurs yeux pour pleurer, ils n'ont que leurs mains pour gérer des pierres, alors que de l'autre côté on a des chars, on a tout ce qu'il faut pour faire une guerre. Donc on est dans une guerre asymétrique. Et malgré, depuis 1973, la troisième défaite du monde arabe, jusqu'à présent, le peuple palestinien résiste. Ils n'ont pas abdiqué. Et là également, ça doit être une leçon pour les autres. Ils n'ont pas abdiqué. Jusqu'à présent, ils continuent à dire non à l'occupation palestinienne. Ils disent oui à un peuple, à un État palestinien indépendant, libre et reconnu partout et pour tous. Et on termine avec cette question qui dit: professeur, est-ce que vous croyez à une paix définitive pour la Palestine? Ah oui, je vais dire tout à l'heure que je suis optimiste. Je pense sincèrement qu'il peut y avoir paix. La paix, c'est la solution à deux États. Un État israélien qui respecte les frontières de 1947 et un État palestinien. Jérusalem va être propulsé comme une ville esthétique internationale où va se retrouver les musulmans avec la mosquée d'Al-Aqsa, les juifs avec le temple de Salomon et les murs de lamentation, et également les chrétiens, parce que là où est né Jésus est né en Nazareth. Nazareth, c'est le Bethléem. Bethléem, c'est dans les environs de Jérusalem. Donc finalement, Jérusalem, c'est une berceau des religions révélées. Donc Jérusalem doit avoir une statut international. Moi, c'est ça, je pense qu'il peut être la solution à deux États, avec Jérusalem comme une ville statut international. Que certains disent, professeur, que par rapport, juste dans le cadre de ce processus-là de paix, le premier ministre israélien, à savoir Benjamin Netanyahu, doit être traduit en justice. Ça, quel commentaire? Bon, je ne pense pas que ça va être facile, parce que d'abord, Israël n'a pas reconnu le CPI comme les Américains. Et si quelqu'un n'a pas reconnu ce tribunal, il ne peut pas être jugé de là. Et puis, ils vont continuer à faire leur lobbying. Parce qu'on sait pertinemment que ces pays, cette cour-là n'a pas les moyens de sa politique. Et que les Américains, les Juifs,
contrôle le monde, qu'on ne veuille pas, et qui paye commande. Ouais. Ça n'est tout, professeur, pour aujourd'hui, dans votre émission Salle de cours. Votre dernier mot. Merci d'abord, en tout cas, pour la présence. Merci d'être là encore une fois. C'est moi qui vous remercie, cher, de cette opportunité. Remercier la télévision RIP Média, remercier les techniciens, remercier les journalistes et dire que ces genres d'émissions sont à multiplier par rapport pour qu'on puisse avoir une école de qualité, puisque l'école c'est également, non pas seulement dans les 4 murs, mais c'est également extramuros. Ces genres de cours-là sont à multiplier pour aider les élèves à mieux comprendre les enjeux, parce que parfois les 4 heures de cours par semaine ne suffisent pas. Donc on remercie la télé RIP Média, on remercie Monsieur le Président de l'opportunité que vous nous offrez ici, et on aimerait faire également un coucou aux autres professeurs, d'être très disponibles pour vous, pour que puissiez, pour qu'ils puissent partager leur savoir avec les élèves et avec la communauté éducative à Nioro. D'accord. Merci. Merci. L'histoire n'est pas seulement un récit du passé, elle est une boussole pour le présent et une promesse pour l'avenir. C'est avec cette arme que nous fermons cette émission. J'en profite de l'occasion pour remercier le réalisateur Baïzal, mais également le technicien Mohamed. C'en est tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous samedi prochain. Une autre passion, une nouvelle émission et d'autres invités. À la prochaine. Merci.